Ouais, pas brûler les étapes parce que certaines, on peut vouloir aller trop vite, vouloir acheter trop de quantité et se retrouver avec du surstockage et devoir déprécier ses produits, ce qui est dommage. Pareil, on peut vouloir investir un peu trop et pas avoir de retour sur investissement sur une campagne d'acquisition. Donc, faut tester, toujours, je pense que c'est important de tester, mais de faire étape par étape pour grandir et non pas exploser tout de suite, parce que derrière, il faut rattraper les wagons, et notamment des fois sur des parties techniques ou d'organisation. Bonjour à tous, je suis Didier de ChipUp et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre nouvel épisode du podcast e-commerce Legend, un podcast où on rencontre parfois des marques, parfois des partenaires, mais toujours autour de l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer Baptiste Tessier, qui est ni plus ni moins que le directeur des opérations du slip français. Mais avant de parler du slip français, on va un petit peu revenir sur ton parcours Baptiste. Donc, tu as commencé tes classes au Racing 92 en tant que responsable des opérations, où tu as réussi à gérer toute l'organisation événementielle du Racing 92. Et ensuite, tu as fait quasiment 5 années en tant que responsable supply chain IT à la Fédération française de tennis, où tu as réussi à gérer différents projets, notamment le projet de combiner les ventes internes, e-commerce, les ventes entreprises et le retail. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, tu mets toute ton expérience à profit du slip français. Justement, Baptiste, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton expérience chez le slip français et également sur le slip ? Salut Didier, déjà pour commencer. Oui, j'ai rejoint le slip français il y a 2 ans pour prendre la tête de direction des opérations, donc en charge effectivement de toute la partie aval de la distribution. Donc j'interviens quand les pièces sont réceptionnées en stock et je m'occupe de toute la partie distribution jusqu'au client final. Donc ça intègre des piliers qui sont la logistique, le transport et le service client. Donc dans son sens large, l'expérience client et la notion d'expérience client cousu humain, c'est dans mon périmètre. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus sur le slip français ? C'est quoi aujourd'hui votre esprit, votre ADN et votre positionnement en tant que marque ? Aujourd'hui, donc le slip français, ça a 12 ans. Déjà 12 ans. Ça a été créé un peu sur un pari assez fou du fondateur Guillaume Gibaud, de vendre des slips fabriqués en France. Donc il y a 12 ans, ça peut paraître assez fou comme histoire. Et ça a grossi, il y a eu plusieurs périodes. On va dire qu'il y a eu une saison 1 où on essayait de défrayer un peu la chronique, essayer de toucher ce client avec beaucoup d'humour, quelques belles tentatives publicitaires. Ça a bien marché, très bien marché, ça a explosé. On a diversifié aussi le portefeuille de produits. Donc c'était des sous-vêtements, on est passé sur tout le vestiaire masculin, sur de la femme aussi, sur de l'enfant. Donc il y a eu pas mal de tentatives, mais on reste une marque de sous-vêtements premium, toutes fabriquées en France. Et justement, cette filière française, c'est très important. C'est ça la grosse force du slip français, c'est de travailler main dans la main avec ses 80 fournisseurs. Voilà, et après en quelques chiffres, effectivement, 12 ans, on est 110 salariés. 20 boutiques sur tout le territoire français, un peu moins de 25 millions de chiffre d'affaires en 2022. Donc voilà, c'est une belle réussite. On continue à écrire la suite avec des beaux projets et je pense qu'on va discuter de ça sur le podcast. Ouais, exactement. Et t'as bien fait un petit peu de parler de la trajectoire et de l'ambition du slip. On va dire le slip pour pas dire le slip français, à chaque fois être redondant. Comment vous avez réussi pendant ces 12 années, tu l'as un petit peu dit, mais à positionner votre marque en tant que référent sur le e-commerce ? Parce que aujourd'hui, tout le monde connaît le slip français quasiment. Ouais, alors je pense qu'il y a une première partie, c'est effectivement le rôle de notre fondateur, qui a été très présent, qui est une figure iconique aujourd'hui, où oui, les Français le connaissent. Donc ça a porté la marque. Ensuite, je pense qu'il y a un sujet aussi lié à toute la partie acquisition. Donc, on a beaucoup investi sur l'acquisition. On s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça a été un peu l'âge d'or pour nous. En tout cas, on en a énormément profité. On a acquéri énormément de clients. Et quand je dis énormément, aujourd'hui, on a une base client à 600 000 personnes.
Okay. Donc loin d'être anodin pour un e-commerçant qui vend du sous-vêtement, et pas que, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc non, une grosse stratégie d'acquisition qui nous a fait avoir un portefeuille très large, une qualité aussi sur les produits. Voilà, on travaille en France, on a à cœur de faire des bons produits qui durent dans le temps. Et je pense que ça aussi, ça aide la marque à se positionner sur le long terme. Effectivement, son sous-vêtement, on le garde plusieurs années. On a même mis récemment en place de la réparation sur des élastiques qui peuvent être endommagés ou des coutures. Voilà, on va essayer d'agrandir d'allonger au maximum la durée de vie des produits. Donc voilà, un cobon entre portefeuille client, effectivement aussi la qualité de nos produits et l'image de marque forte où voilà, on n'hésite pas à aller proche de notre consommateur, à faire aussi de la co-construction récemment sur des produits où on essaye d'emmener le client avec nous. Ouais, une très belle communication, notamment de Guillaume sur les réseaux sociaux. C'est des choses que vous exploitez aujourd'hui à 100%, si on peut dire ça, les réseaux sociaux ? Complètement. Alors ça, sur cette stratégie, effectivement, c'est Facebook, Instagram, énormément, qui a très bien marché par le passé. On s'est lancé sur TikTok il y a peu de temps. Il faut aller voir notre compte, mais c'est les prémices. Et Guillaume retrouve aussi effectivement on va dire ses amours de jeunesse où il relance cette communauté. Donc ouais, il y a toujours eu un côté très intéressant à trouver le bon réseau social, le bon ton de voix, être proche du client. Voilà, et dans une stratégie à plus ou moyen long terme. Non, mais ça fait complètement sens parce que ça dépoussière un petit peu l'image du slip qui est votre produit iconique, et il y a plein de choses à dire autour et avoir un regard de blague, tu vois, autour de ça peut être super sympa, quoi. Et justement, ça, pour rebondir là-dessus, il y a eu effectivement la saison 1 où on a été très humoristique. On a eu un client, on a fait rire ce client, on avait ça allait même dans le packaging où c'était des instants cadeaux très forts. Et on a fait quelques petits ajustements il y a 2-3 ans maintenant où on a essayé d'encore plus premiumiser la marque, aller vers quelque chose de un peu plus mode aussi. Donc c'est aussi des années d'expérience où on teste des choses, on se rééquilibre par rapport au marché. Voilà, et puis la saison 3 qui arrive prochainement, il y a encore des beaux projets et toujours avec ce côté oui, on a une communauté forte autour du slip français, on connaît ce client-là, on sait l'écouter et on essaye de le driver tout au long de son parcours sur le site, de son accueil en boutique, jusqu'à sa livraison de son produit, de son colis chez lui, quoi. Ouais, c'est très marrant parce que j'ai une anecdote autour du slip, tu vois. Enfin, moi, je l'achète beaucoup en termes de cadeaux. Je pense que vos ventes explosent notamment en fin d'année. Et en fait, tous les ans, depuis, je crois maintenant 3-4 ans, je me marre à chaque fois à Noël parce que j'offre des slips différents à mon père. Donc, tu vois, ça crée un lien différent parce qu'il me dit, mais moi, le slip, à mon époque, il portait, tu vois. Aujourd'hui, on essaie de le dépoussiérer. Et à chaque fois, à chaque Noël, on rigole autour du slip français parce qu'il voit toujours le slip d'une différente couleur. Et je trouve que c'est assez top. Ça permet de créer du lien entre les enfants et les parents. Si d'autres ont l'idée de faire des cadeaux à leurs parents, profitez-en, ça va faire marrer vos papas, pour le coup. Et je pense que ça, c'est vrai. Il y a eu certainement pas mal de sacs Joyeux Noël sous le sapin. Donc ça, c'est vrai que c'est notre grosse période. On fait presque 40% de notre chiffre d'affaires sur novembre-décembre. Donc ouais, super, effectivement, très exposé aux cadeaux, aux périodes de cadeaux, la fête des pères, la fête des mères, Noël, effectivement, qui est une grosse période pour nous. Et ce qui est très intéressant, je pense, là-dessus, on allait assez loin dans la vision client, puisqu'on personnalise nos produits. On a été, je pense, dans les premières marques à le faire autour de la broderie, où on personnalise en entrepôt nos produits. Donc ça, c'est une belle réussite parce que voilà, un produit qui est assez similaire qui peut être similaire à d'autres marques, eh bien, on va lui ajouter un petit texte, un petit cœur, des choses, des petites attentions. Et ça, en termes de cadeaux, c'est vrai que ça fait la différence. Justement, là, tu me tends une perche. C'est quoi les innovations aujourd'hui que vous avez mis en place chez le slip pour toujours apporter une expérience client qui est unique et propre à votre image de marque ? Ouais, je pense qu'il y a un premier gros pilier qui est sur l'innovation produit.
C'est quand même ça notre ADN, de travailler, ce que je disais, travailler avec nos fournisseurs. Donc on allait essayer des nouvelles matières. On allait sur du lin. Alors le lin maintenant est rentré beaucoup plus dans les vestiaires, mais on travaille aussi des produits sur le chanvre. Donc on essaye quand même petit à petit d'éduquer aussi le consommateur à consommer des filières qui sont locales. Ça, je pense que c'est une première chose. Et après, sur l'expérience client, là, quand on prend le site e-commerce, on est de bout en bout de la chaîne en train d'essayer de simplifier le parcours avec de l'e-merchandising qui est optimisé, avec un tunnel de paiement optimisé aussi, des choix de livraison très aboutis. Et dans pas mal d'études, on retrouve effectivement tous ces points négatifs qui peuvent rendre le parcours non fluide, irritant. Et justement, ça, on travaille pour que de bout en bout, il y ait le moins de friction possible et que ça aille jusqu'à la finalisation de la commande et bien sûr la bonne livraison chez le client à la fin. Donc ça, c'est plutôt sur le e-commerce. Et sur la boutique, ce qu'on a fait récemment qui est intéressant, on a rendu possible la constitution de packs. Aujourd'hui, on avait toujours un pack défini bleu, blanc, rouge qu'on achetait. Aujourd'hui, on se dit qu'on veut rendre beaucoup plus simple le choix au consommateur. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, chez nous, le pack à la volée, où le client va choisir différents produits et l'obtenir à la fin de son parcours dans un joli papier de soie bien préparé. Et justement, cette idée, vous l'avez eue sur recommandation de vos clients. C'est eux qui vous ont fait ce retour. Vous les avez écoutés, vous avez développé ce pack à la volée, comme tu viens de dire. Exactement. Alors, il y a ce client qui aime bien avoir une offre définie, mais qui aussi aime bien avoir la possibilité de créer. Et dans ce côté toujours plus loin d'aller personnaliser l'offre, on se dit qu'il y avait un vrai intérêt à ne plus avoir déjà de stock immobilisé sur des packs et d'avoir que des unitaires, donc que des sous-vêtements unitaires, où le client va lui choisir la pièce qu'il souhaite. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une recette magique pour avoir une expérience client unique. C'est plutôt le combo de mettre des petits tips bout à bout qui font que quelque chose est mémorable à la fin pour le consommateur. Exactement, et je pense ce qui est très intéressant, et moi c'est mon rôle aux opérations ici, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire pour les personnes, les commerciaux qui vendent l'offre du slip français. Et en fait, effectivement, quand on enlève des contraintes techniques, des contraintes informatiques, des contraintes organisationnelles, grâce à des nouvelles mises en place de services, ça rend possible le fait de communiquer dessus. Et ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de dire, on a rendu ça possible, alors maintenant, communiquons dessus et ça enlève toute problématique au lancement. Et souvent, on a peut-être tendance des fois à faire l'inverse, à se dire, j'ai envie de ça, et dans la conduite de projet, ça cafouille un peu. Là, l'idée de rendre possible, d'anticiper et de donner un peu clé en main la possibilité à des nouveaux services, je trouve ça génial, moi, dans mon métier en tout cas. Et justement, par rapport à tout ça, quelle est l'importance aujourd'hui de la digitalisation du marché du textile ? Alors je pense, super sujet, je ne sais pas si c'est super, mais en tout cas c'est très d'actualité. On l'a vu, certaines marques qui étaient tournées retail et uniquement retail ont eu des difficultés financières parce que le modèle est de plus en plus compliqué avec effectivement peut-être un trafic un peu moins important, des coûts de matières premières qui ont augmenté, le coût de l'énergie. Donc ça rend un peu plus compliqué le modèle de ces enseignes qui avaient pignon sur rue. Après, il y a eu dans le modèle du e-commerce aussi, c'est pas simple. Les DNVB qui ne vendent que sur le e-commerce sont confrontés à ces coûts qui augmentent, sur le transport notamment. Donc c'est un tout, et je pense que ça, le slip français a réussi aujourd'hui à trouver son épingle du jeu, à tirer son épingle du jeu en ayant une stratégie omnicanale où aujourd'hui on a du e-commerce et c'est ça qui draine notre activité. On fait 60% de notre chiffre sur le e-commerce, un 30% sur le retail, donc qui est un bon réseau de visibilité avec un trafic qualifié en local. Et aujourd'hui on va aussi sur du B2B pour aller alimenter justement des nouveaux réseaux de distribution avec des grands comptes qui nous suivent. Et puis récemment, on s'est lancé aussi sur les marketplaces, où on s'ouvre, alors pas le slip français en tant que marketplace, mais on va vendre sur Zalando,
récemment sur VP, où voilà, on a une stratégie d'ouvrir l'éventail et qui est en parallèle, je pense, avec une stratégie où on met moins d'investissement sur l'acquisition de nouveaux clients. Et on se rapproche de notre base client, de nos 600 000 clients. En ouvrant les marketplaces, vous profitez des trafics, des gros mastodontes du e-commerce qui vous permettent de faire connaître le slip aussi au plus grand nombre. Justement, j'ai une question qui m'intéresse tout particulièrement. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire la transition sur le phygital aujourd'hui ? Alors, un relais de trafic évident. Ok. Et je pense que pour pas mal de DNVB, exister physiquement, avoir son enseigne, son logo dans une ville, il y a un côté appartenance qui se crée aussi avec le client. Carrément, ouais. Donc voilà, après on était une marque aussi très visible, et le fait d'exister dans certaines villes de France où on avait peut-être peu de consommateurs ou pas assez de consommateurs, ça élargit justement cette connaissance que le client peut avoir de la marque. Et je pense que c'est aussi dans le textile, l'habillement, il y a encore beaucoup de pratiques où on a besoin d'essayer, de toucher les matières, de voir comment on le porte le produit. Et ça c'est un e-commerçant qui vend du textile et de l'habillement. À un moment, il a besoin aussi d'être plus proche. Je pense là notamment à Asphalt qui a fait ça récemment. Ouais. Ils ont ouvert un pop-up. C'est pour ça, c'est pour justement avoir cette base client qui connaît la marque, qui vient tester, essayer, et ça, je pense, enrichit encore plus l'expérience. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on voit plus en plus de DNVB qui essayent de faire ce switch, et je pense qu'ils ont totalement raison. Du coup, on va parler d'un truc qui est un petit peu moins fun, mais qui est tout aussi important. Comment vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu pendant et post-Covid ? Bonne question. Ouais, début 2020, Slip Français sort d'un Noël un peu compliqué, et effectivement, c'est la grosse période, c'est 40% du chiffre, donc un moment important. Et du coup, le Covid, alors c'est malheureux à dire, mais ça a été une opportunité pour le Slip Français. Et donc c'est notre fondateur Guillaume et Léa Marie, notre directrice industrielle, qui se sont rencontrés à cette occasion du Covid, qui ont lancé la filière savoir-faire, où ça a réuni effectivement toute une filière de fournisseurs, et c'est toute une filière qui s'est mise en route autour du masque, de la création de masques et de blouses. Et justement, cette création de masques a permis au Slip Français d'avoir une sorte de produit d'appel avec beaucoup de trafic. Et donc 2020 était au final une très belle année, en tout cas au niveau chiffre d'affaires pour le Slip Français, avec ce produit d'appel qui est le masque, et qui a été vendu énormément dans tout notre réseau. Ouais, vous avez réussi à rebondir là-dessus extrêmement vite. Comment vous est venue l'idée ? Enfin, je pense qu'elle est un petit peu obvious, et vous est venue par rapport au Covid, mais comment vous avez réussi à mettre ça en place en si peu de temps ? Parce qu'on ne switch pas d'un slip et des prêt-à-porter à des masques, tu vois, il y a des process, quoi. Et je pense que ça, c'est dans l'ADN du slip, et c'est ce qui anime Guillaume au quotidien, c'est rien n'est impossible. Ça, je pense que c'est ancré dans son fonctionnement. Et surtout, du panache, de l'audace, c'est ce qui le caractérise. Et il se dit, on a toujours fait bouger une filière depuis 12 ans. On est une marque qui se veut positionner sur le Made in France. Il n'y a pas un meilleur moment pour essayer de créer un produit qui répond à une attente des Français pendant cette période-là. Donc comment fait-on ? Alors j'ai pas tout l'historique, mais je sais qu'ils ont mis en place un drive où les fournisseurs, les tisseurs, les marques qui avaient à disposition du tissu, essayer de construire cet écosystème from scratch. Et je crois que d'ailleurs en 2020, le drive où il y a eu le plus de personnes connectées en même temps sur Google, du coup, ça a été ce drive utilisé pour la filière de création de masques. Non, mais ça m'étonne pas, parce que au-delà de produire des masques, tu vois, on était tous dans une période qui était extrêmement compliquée, et vous avez réussi à fédérer le slip, des entreprises partenaires, des tisseurs, et à mon avis, tout le monde devait faire, tu vois, l'extra miles pour essayer de sortir la finalité de ce produit. Donc, exactement. Et cette période-là, elle était compliquée pour tous, et le Slip Français a répondu présent en mettant en place
cette filière. Et nous, effectivement, on en a profité en tant que marque, puisqu'on vendait ce masque en lot unitairement. Et voilà, ça permettait aux Français d'avoir un joli masque aux couleurs du slip français. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un vrai engagement chez le slip français. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la production locale et surtout le savoir-faire français ? Oui, donc ça s'est construit petit à petit, mais aujourd'hui on a 80 partenaires et ateliers qui travaillent pour le slip français. Il y a une logique locale, de production locale, en fonction de certains produits. Typiquement, voilà, on a lancé des charentaises, donc on est allé trouver des fournisseurs historiques en Charente. Il y a des gros bassins autour de Lyon, de Troyes sur le textile. L'espadrille plutôt côté Biarritz. Donc on a essayé de construire la carte des fournisseurs en France sur des produits spécifiques. Donc ça, on se fait bien accompagner depuis très longtemps. Donc une production locale avec un engagement fort de nos fournisseurs. Et là, plus récemment, effectivement, dans notre organisation, on essaye petit à petit de réduire la part de coton dans nos productions au profit de lin, de chanvre, qui sont des matières qui poussent en France, voilà, parce que le coton, on ne le produit pas en France ou on le recycle. Et donc voilà, on a des filières qui se créent, mais pas à échelle industrielle. Donc voilà, l'idée c'est de passer sur des produits qui sont, des matières qui sont plus responsables, avec encore plus de circuits courts. Donc voilà, c'est ça qu'il y a dans l'ADN du slip aussi, cette production locale. Justement, tu me donnes une perche là qui est assez simple. Du coup, c'est quoi vos perspectives d'avenir chez le slip ? Parce que vous avez une production, l'ambition de faire une production qui est plus locale, une large gamme de produits. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Ouais, alors il y a une grosse étape qui est sur la partie intérêt pour le monde du sport. Alors on a signé 2 belles licences qui sont les JO 2024, où ça va être un gros tournant aussi pour nous, et le 15 de France sur la partie rugby. Donc on commence à mettre un pied dans le sport, on l'a fait avec plusieurs tentatives, et on a un produit aujourd'hui technique, un sous-vêtement de sport, avec des micro-perforations, qui est un produit qui n'existe pas vraiment sur le marché. Et voilà, le slip français a répondu à cette attente d'un consommateur qui est sportif. Donc on a tout ce volet qui est très porteur, parce qu'on sait que dans le monde du sport, il y a énormément de personnes qui pratiquent et qui ont besoin de s'équiper et qui n'ont pas forcément aujourd'hui de matériel pour le faire, de sous-vêtements pour le faire. Donc des gros axes, deux belles années très porteurs, avec de gros événements sportifs où on va essayer de devenir légitime sur ce marché, puisqu'on ne nous connaît pas forcément sur le monde du sport. Et après, c'est sur ces stratégies de distribution que j'expliquais, où on élargit beaucoup plus le panel, pour asseoir nos fondations, être connus de tous sur les marketplaces, en B2B, en B2C, dans nos boutiques. Donc voilà, c'est encore plus asseoir le slip français, marque de sous-vêtements, premium, avec un client qui est encore plus fidèle qu'aujourd'hui. Ok. Et justement, toi, en tant que directeur des opérations, quels sont les défis auxquels tu es confronté dans toute cette gestion ? Parce que tu as différentes gestions à faire et tu viens très bien de le dire. Comment tu arrives à gérer tout ça aujourd'hui, Baptiste ? Ouais, je pense que c'est peut-être le plus gros challenge, c'est qu'il y a beaucoup de projets, j'en ai cité quand même pas mal, et c'est ça, c'est arriver à se positionner au bon moment, au bon endroit. Donc c'est un mix entre arriver à anticiper suffisamment. Il y a aussi une question de ressources internes, d'équipe. Je ne fais pas marcher les opérations tout seul. Il y a une équipe forte derrière, avec un service client, avec des personnes qui gèrent les stocks, avec des relations qu'on a ici avec nos partenaires. On a un partenaire historique sur la logistique et le transport. On ne peut pas du jour au lendemain lancer des projets, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc je pense que c'est ça peut-être la plus grosse problématique aujourd'hui que j'ai au quotidien, c'est arriver en connaissant les projets qui arrivent des fois assez rapidement, arriver à faire en sorte que ça marche. Et je crois que ça, c'est déjà une belle réussite. Ouais, donc réaction et connaissance de la marque, de ses habitudes de fonctionnement, pour essayer de sortir les projets à temps, toujours avec un timing assez serré. Ouais, j'ai l'impression que même si vous êtes encore 110, si je ne me trompe pas sur la masse salariale, vous êtes encore sur une ADN très start-up, en mode test and learn, on avance vite, on itère tous les jours pour essayer de se dépasser.
Il y a de l'agilité et c'est vrai, c'est le modèle Made in France aussi. On a moins de marge que certaines marques, donc on a ce besoin de faire l'extra mile, chacun de nous. Et oui, ça se ressent partout. Toutes les personnes qui travaillent au slip français sont ultra engagées pour, dans leurs différentes missions pour faire en sorte que, au global, ça se passe bien. Non, c'est des beaux enjeux quotidiens. Des projets qui sont aussi assez fous. Enfin, voilà, quand on prend un peu de recul, en novembre dernier, on participe, on co-crée l'usine du futur pendant le salon du Made in France, un espace de 2000 mètres carrés où on a fait venir les usines de nos fournisseurs, on a construit quelque chose d'assez incroyable. Et ça, quand on se remémore ça quelques mois après ou quelques années même après, je pense qu'on en est très fiers d'avoir fait ça professionnellement. Ouais, énormément de projets, j'ai l'impression, chez le slip. Vous êtes plutôt team remote ou team on-site chez le slip français? Il y a un peu des deux, mais on aime bien venir au bureau. On a des bureaux assez cool dans le 2e arrondissement. Donc non, c'est des moments de partage et je pense que c'est toujours bien d'avoir des moments d'échange avec ses collègues, de tout ce qui est informel qui fait que ça marche aussi au global. Maintenant, il y a des teams qui sont plutôt en remote sur la partie IT. Nous, effectivement, ils n'ont pas forcément le besoin d'être complètement au bureau, surtout qu'on a un grand open space. Pareil, peut-être sur la partie service client où voilà, on a besoin d'être un peu plus dans sa bulle. Donc ça dépend. En tout cas, c'est assez libre sur ce sujet-là et je pense que c'est bien. Ça fait partie de l'autonomie qu'on laisse aux salariés. Ok, on a beaucoup parlé, tu vois, des convictions du slip français, mais c'est quoi aujourd'hui, enfin je sais pas si vous les avez définies, mais aujourd'hui de plus en plus de startups les définissent, c'est quoi les valeurs fortes du slip? Je pense de la transparence, ça a toujours été très présent. On a ce qu'on appelle un master slip tous les lundis où effectivement on revoit les chiffres, où on en est. Et c'est ça qui permet d'aligner toute l'entreprise, donc de la transparence, un savoir-faire local. Et je pense que ça, on est tous n'importe quel service est vraiment impacté par ça. On fait des visites d'usines et on sait que c'est ça notre grosse valeur ajoutée en tant que marque, d'avoir cette partie production en France avec une bonne maîtrise. Savoir-faire local, transparence et audace. Enfin, voilà, dans chacun de nos métiers, on est poussé justement à sortir de sa zone de confort, à créer en autonomie. Et ça, je trouve ça assez génial. Et pour le coup, ça, c'est Guillaume qui l'a porté et qui a toujours poussé ses proches collaborateurs à le faire. Du coup, Baptiste, quels sont les conseils que tu donnerais à une marque qui souhaite se lancer dans le textile et encore plus dans l'e-commerce? Très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Moi, surtout vu le contexte actuel, appréhender sa cible, connaître son consommateur, y aller étape par étape. Voilà, on est aujourd'hui avec des micro-marques qui se créent sur de l'influence, qui veulent aller très vite, grossir très rapidement. Il y a l'effet buzz, forcément, derrière, qui crée cette volonté. Mais voilà, d'asseoir son positionnement, de travailler la qualité de son produit. En tout cas, sur ce secteur-là, ça me semble indéniable. Et effectivement, pas brûler les étapes parce que certaines, on peut vouloir aller trop vite, vouloir acheter trop de quantité et se retrouver avec du surstockage et devoir déprécier ses produits, ce qui est dommage. Pareil, on peut vouloir investir un peu trop et pas avoir de retour sur investissement sur une campagne d'acquisition. Donc, faut tester, toujours, je pense que c'est important de tester, mais de faire étape par étape pour grandir et non pas exploser tout de suite, parce que derrière, il faut rattraper les wagons, et notamment des fois sur des parties techniques ou d'organisation. Voilà. Et je pense que ça, le slip français, on l'a fait en se structurant. Il y a 2 ans, on a mis en place un ERP en interne qui nous permet d'avoir vraiment un socle technique où toutes les commandes, toute la gestion des stocks, des commandes et de la facturation passe par l'ERP avec lequel on travaille. Donc ouais, non, super important de faire étape par étape et d'avoir des moments, des gros milestones où on se structure pour vivre dans le temps.
Du coup, merci beaucoup Baptiste pour tous ces conseils. Pour faire un petit récapitulatif pour nos auditeurs, on a vu l'importance de diversifier son réseau de distribution pour ne pas être dépendant uniquement de son site e-commerce. L'importance en fait de miser sur l'expérience client pour toujours offrir la meilleure expérience à son consommateur final dans le but de le fidéliser. Et également, une chose qui est très importante et je pense qui est souvent sous-estimée, c'est prendre son temps, valider certains milestones pour ne pas exploser en plein vol. J'espère que tous ces conseils que tu nous as donnés aujourd'hui seront bénéfiques pour nos auditeurs et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de notre podcast e-commerce légende.